c'est l'équilibre entre nos apports et nos dépenses énergétiques. L'obésité, c'est le résultat d'un bilan énergétique positif, c'est-à-dire d'un apport énergétique qui est quantitativement et qualitativement supérieur aux dépenses. Et l'excédent étant stocké sous forme de lipides ou bien de graisse. Donc, l'IMC, c'est l'indicateur le plus fiable que le poids. Il est plus fiable que le poids pour évaluer votre corpulence. Il se calcule par une formule simple. Donc, cette IMC ou bien Body Mass Index, il n'est fiable que pour les adultes entre 18 et 65 ans. Il n'est pas fiable chez la femme enceinte, ni chez les athlètes d'endurance ou les sportifs très musclés. On considère qu'une personne est en surpoids lorsque l'IMC est plus de 25 et qu'il est obèse s'il est supérieur à 30. L'indice de masse corporelle est utilisé en pratique clinique pour estimer le degré d'obésité. Donc le poids idéal, normalement, il est entre 18,5 à 25. Il y a une surcharge pondérale quand il est supérieur entre 25 et 30. L'obésité, s'il est plus de 30. Une obésité morbide s'il est plus de 40 et super morbide ou super maladie s'il est supérieur à 50. Les mesures aussi du périmètre abdominal, s'il est plus de 90 chez la femme ou plus de 102 chez la femme, chez l'homme, donc il est associé à des problèmes ou des maladies métaboliques. Pour le calcul du poids théorique, donc, c'est quelques formules qu'il faut savoir, qu'il faut mettre en tête. Donc, on ne calcule pas tous les médicaments anesthésiques ou bien tous les antibiotiques sur le poids réel. Donc, il y a le poids idéal théorique qui est le poids, donc, en éliminant tout ce qui est graisse. Donc, tout ce qui est graisse, en surpoids. Donc, le poids idéal théorique, selon la formule de Lorenz, il est facile. Chez l'homme, c'est la taille moins 100, moins la taille en centimètres, moins 100, 50 sur 4. Et chez la femme, donc c'est la même formule, mais on divise sur 2,5. Pour le poids ajusté, donc il prend en compte l'augmentation de la masse maigre. Donc, c'est le poids idéal théorique, plus 0,4 fois le poids réel, moins le poids idéal théorique. Et donc, c'est des formules faut pas faire, il faut faire attention. Donc, c'est qu'il y a des applications qui calculent ça facilement. D'accord. Le poids ajusté, donc c'est tout ce qui c'est le poids du corps en éliminant tout ce qui est graisse. Tout ce qui est graisse, que ce soit graisse naturelle ou bien graisse de surpoids. Donc, ces formules, ils sont importants pour la suite. Donc, il y a différents types d'obésité, donc type pomme ou poire. Donc, type pomme ou androïde, elle est généralement, on trouve ça chez l'homme. C'est un excès de graisse, il se fait sur l'abdomen et il y a une corrélation significative avec le syndrome métabolique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un risque accru de diabète type 2 et de coronaropathie. Par contre, l'obésité type poids ou gynoïde, elle se voit chez la femme. C'est un excès de graisse sur les cuisses et les fesses et elle n'est pas obligatoirement corrélée au syndrome métabolique. On constate au stade préclinique, du fait de la prédisposition génétique, on aura un surpoids avec des facteurs environnementaux, donc les habitudes alimentaires, la sédentarité, etc. On aura une obésité qui entraîne des comorbidités, que ce soit cardiovasculaire, rénale, respiratoire, etc. Et l'obésité, il faut savoir ici que l'obésité morbide elle peut entraîner un handicap. Donc le patient peut rester sédentaire à la maison. Pourquoi les malades obèses présentent-ils un défi? Un défi surtout pour le médecin anesthésiste ou bien l'auxiliaire d'anesthésie réanimateur qui peut travailler seul avec un obèse. Donc les problèmes liés au patient, liés à la chirurgie et les problèmes liés à l'anesthésie. Pour les problèmes posés par le patient, donc il y a les problèmes cardiovasculaires, digestifs, métaboliques, les troubles ostéo-articulaires, les troubles hormonaux et les cancers.
peut y avoir des troubles immunitaires et un retard de cicatrisation. Les troubles immunitaires, il faut savoir qu'on a un déficit immunitaire qui peut accentuer le risque infectieux. Donc, on a constaté ça au cours de la période Covid, que les obèses ils sont susceptibles à faire des infections à SARS-CoV-2. Donc, il y a aussi des modifications pharmacocinétiques. Bon, pour les problèmes cardiovasculaires, l'obésité entraîne une hypertension artérielle, une augmentation du débit cardiaque, ainsi qu'une augmentation de l'incidence des maladies coronaires et des troubles du rythme cardiaque. L'obésité, c'est de plus en plus un état aussi prothrombotique associé à la survenue d'un infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral et de maladies veineuses emboliques. En résumé, le corps obèse, il est généralement hypertrophié, il peut être dilaté, mal perfusé, un risque coronarien, et il est difficilement évaluable. C'est-à-dire, si on fait une évaluation échographique, donc il est difficilement évaluable. Les ultrasons le montrent généralement, ils ne sont pas aussi échogènes. Donc, tous les problèmes respiratoires, et ça c'est important, surtout en matière de prise en charge des patients obèses en périopératoire. Donc, les obèses, ils sont généralement, donc les super obèses, ils sont associés à un syndrome, qui est associé à un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, la consommation d'oxygène et la production d'oxygène est plus élevée. Donc, on a une activité métabolique de l'excès de graisse qui entraîne une augmentation du travail respiratoire. On peut avoir, on trouve généralement chez l'obèse un syndrome restrictif, c'est-à-dire qu'il y a une diminution du volume de réserve inspiratoire, de la capacité résiduelle fonctionnelle, de la capacité vitale, et ça peut exposer aux atélectasies, surtout en post-opératoire. Donc, la capacité résiduelle fonctionnelle, elle est réduite de façon exponentielle lorsque l'IMC augmente. Et cette diminution, elle s'accentue surtout en décubitus dorsal. Donc, le syndrome restrictif, ça veut dire qu'on ne peut pas, si on veut ventiler un obèse, on ne ventile pas comme si chez un sujet normal. C'est pas, on prend en compte en volume courant le poids réel. Donc, le poumon d'un obèse, c'est un petit poumon. Donc, on parle d'un bébé poumon. Donc, pour le syndrome, il peut y avoir aussi des syndromes obstructifs, augmentation de la résistance des voies aériennes. Et il y a aussi un travail des muscles, augmentation du travail des muscles respiratoires, vu l'augmentation des pressions mécaniques intra-abdominales. Donc, l'obésité, où l'abdomen peut comprimer le poumon et on aura une diminution de la compliance pulmonaire, c'est-à-dire de l'expansion pulmonaire. Et tout ça, ça a des effets sur la respiration. Donc, les conséquences chez l'obèse, dans l'induction anesthésique, en cas d'apnée, on aura une diminution plus rapide de la PA oxygène, de la pression artérielle d'oxygène, d'où nécessité d'une préoxygénation. Généralement, on fait cette oxygénation, elle ne se fait pas de façon standard, elle nécessite généralement de la VNI. Donc, difficulté de ventilation au masque, il présente aussi une intubation difficile. On a une augmentation de la pression des voies aériennes, donc il y a risque de barotraumatisme, surtout si on met des volumes importants. Donc, il y a donc une modification exagérée il y a risque d'atélectasie. Pour les problèmes digestifs et métaboliques, donc, l'obèse, il est fréquemment associé à un diabète de type 2. Donc, il y a une résistance importante à l'insuline et un mauvais contrôle glycémique dans la période périopératoire, il est associé à une augmentation de la morbidité.
Donc, il y a aussi une stéatose et risque de stéatose du foie et une dyslipidémie par accumulation de graisse, et ce qui augmente le risque cardiovasculaire et même la clairance hépatique de certains médicaments anesthésiques. On peut trouver aussi un reflux gastro-œsophagien et de l'hernie hiatale. Il peut y avoir aussi des troubles ostéo-articulaires. Donc, l'obèse, il est prédisposé à avoir de l'arthrose de hanche, du genou, gonarthrose, et des lombalgies, puisque l'obèse, donc, il est considéré qu'il est en train de prendre un surpoids, donc, comme s'il prenne deux valises tout le temps, durant toute sa vie, donc, plusieurs kilos. D'accord. Donc, il peut y avoir une risque de nécrose ischémique de la tête fémorale. Ces troubles de la statique vertébrale, elles sont à l'origine de dorsalgie, de lombalgie et de sciatalgie. Ces complications mécaniques sont source de sédentarité et d'inactivité physique qui vont entretenir cette obésité. D'accord? C'est un cercle vicieux. Donc, il ne peut plus bouger, puis il a mal, donc il ne peut plus bouger, et ça va entraîner cette obésité. Il y a aussi des troubles hormonaux et des cancers, donc principalement des cancers hormonodépendants, cancer de l'endomètre, de l'ovaire chez la femme, et cancer de la prostate chez l'homme, et les cancers digestifs, de rectum, etc. Donc, et les voies biliaires. Chez la femme obèse, il y a aussi une perturbation du cycle qui sont fréquentes, qui s'accompagnent d'une rarification des ovulations et une baisse de la fertilité. On aura une augmentation du taux de testostérone, une hyperandrogénie qui entraîne une masculinisation et une stérilité. Donc, ainsi qu'un syndrome d'ovaire polycystique. Il y a aussi les troubles immunitaires, diminution de l'immunité et un retard de cicatrisation. On a un état chez l'obèse, un état inflammatoire chronique qui entraîne une immunodépression, et le patient obèse il sera susceptible aux infections et on aura un retard de cicatrisation donc post-opératoire. Concernant donc les problèmes posés par la pharmacologie, donc par les médicaments. Donc les modifications pharmacologiques de l'obèse, elles dépendent de l'importance de l'obésité et des caractéristiques lipophiles du médicament. Donc, il n'y aura pas de modification de l'absorption, sauf si traitement chirurgical onigastrique, donc on aura une malabsorption. Il y aura une modification du volume de distribution, donc le volume de distribution des agents liposolubles est élevé, donc ce qui entraîne une accumulation des médicaments. Donc, on aura une demi-vie élevée des médicaments ou des produits anesthésiques. Donc, concernant l'élimination, elle est peu modifiée, sauf s'il a une insuffisance rénale ou bien une stéatose hépatique, et dans ce cas, donc, cette élimination sera perturbée. On passe au problème, donc on a fait tout ce qui est problème posé par le patient, par les médicaments. On passe au problème posé par l'anesthésie qui est très important. Donc l'anesthésie générale ou bien l'anesthésie loco-régionale. La fameuse anesthésie générale chez l'obèse, c'est l'inquiétude pour tout le monde. Donc l'accès veineux, donc il est difficile, donc il est difficile de faire un abord et ils sont inaccessibles. Donc il y a une difficulté de monitorage standard. Les brassards généralement ils ne sont pas adaptés. Nécessité d'un matériel adapté tant pour l'installation en salle opératoire que pour le monitorage de l'anesthésie. Donc il y a aussi un problème d'installation ou nécessité de plusieurs personnes. Donc, il y a un problème aussi de ventilation au masque difficile. Donc, s'il y a présence de deux facteurs, obésité, un syndrome d'apnée du sommeil, barbe, si le patient il est édenté, s'il y a une limitation de la protrusion mandibulaire ou si là j'ai plus de 55 ans. Pour la barbe, c'est facile, donc il faut le convaincre pour enlever la barbe avant l'anesthésie. Concernant la ventilation, elle est difficile, elle se fait au masque à 4 mains, si nécessaire. Donc, d'où l'intérêt de la nécessité de faire l'anesthésie chez l'obèse par deux opérateurs entraînés, au minimum 2 à 3. Donc, pour l'intubation, donc il y a un risque d'intubation difficile, il y a un risque d'inhalation estomac plein, car l'obèse c'est un estomac plein et il faut une induction à séquence rapide.
la présence de liquide gastrique malgré un jeûne prolongé. Donc, le problème posé par l'anesthésie générale, c'est que l'antibioprophylaxie, c'est la double de la dose.